On a tous déjà vécu ça. On veut aider un proche, on donne un conseil, on intervient, et on est absolument persuadé de bien faire. Sauf qu'au lieu d'arranger les choses, on aggrave la situation. Comment est-ce possible? Comment nos meilleures intentions peuvent-elles produire les pires résultats? C'est ce paradoxe fascinant, celui de l'intrusion bienveillante, qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, on la connaît tous. Mais derrière ce proverbe se cache un véritable mystère du comportement humain. Comment une intention qui se veut pure, qui part d'un bon sentiment, peut-elle mener à un résultat aussi destructeur? C'est cette question qui va être le fil rouge de notre analyse. Prenons un exemple à très grande échelle, l'État. Pour nous protéger, il va restreindre nos libertés. L'intention affichée, bien sûr, c'est la sécurité de tous, le fameux bien commun. Mais le résultat concret, c'est souvent une perte d'autonomie et un contrôle de plus en plus grand. Maintenant, si on zoome sur la sphère intime, on retrouve exactement la même chose. Le parent qui, littéralement débordant d'amour, finit par étouffer son enfant. L'intention, c'est de le protéger de tout. Le résultat, on l'empêche de forger sa propre identité, de trouver son chemin. Et puis, il y a cet ami qui, face à une personne en dépression, lance un grand « Allez, secoue-toi » en pensant vraiment l'encourager, alors qu'en réalité, ces mots ne font qu'isoler et culpabiliser davantage. On a donc trois contextes très différents, l'État, la famille, l'amitié, mais derrière, c'est le même mécanisme destructeur qui est à l'œuvre. Alors, voici le parcours que je propose pour décortiquer tout ça. On va d'abord se pencher sur ce fameux paradoxe, puis on verra comment il s'exprime dans la famille et au niveau de l'État. Ensuite, on plongera au cœur du problème, la faille humaine qui explique tout, et on terminera bien sûr avec les conséquences, mais surtout la solution. On attaque donc la première étape, le paradoxe. La question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que tout ça, ce sont juste des erreurs, des maladresses, des accidents de parcours, ou bien est-ce que ces situations révèlent quelque chose de bien plus profond, une sorte de faille dans notre nature même, qui nous pousse à nous immiscer dans la vie des autres, même quand on pense bien faire? Pour vraiment comprendre l'anatomie de cette intrusion, le plus simple, c'est de commencer là où tout débute, la famille. C'est vraiment le premier lieu où l'amour, cette force si positive, peut parfois se transformer en quelque chose qui étouffe. Pour bien cerner le problème, il faut d'abord définir ce qu'est une situation saine. Le psychanalyste Winnicott a développé un concept génial pour ça, la mère suffisamment bonne. L'idée clé, ce n'est pas d'être une mère parfaite qui anticipe et contrôle tout. Au contraire, c'est une mère qui accepte de ne pas tout maîtriser et qui, ce faisant, laisse à son enfant l'espace vital pour qu'il puisse développer sa propre personnalité. Là, on voit très bien la différence. D'un côté, le parent suffisamment bon agit un peu comme un jardinier, il prépare le terrain, il arrose, mais il laisse la plante pousser comme elle doit pousser. De l'autre côté, le parent trop bon est plutôt un sculpteur, il veut modeler l'enfant pour qu'il corresponde exactement à sa vision. L'un soutient, l'autre contrôle. L'intention affichée, c'est l'amour, mais le mécanisme réel, c'est une prise de pouvoir. Et cette dynamique d'intrusion, on la retrouve aussi entre amis. Le fameux « fais un effort » adressé à une personne déprimée, c'est terriblement destructeur. Mais le point le plus important, le voici, bien souvent, cette aide n'est pas vraiment pour l'autre. C'est en fait un mécanisme de défense pour nous, pour calmer notre propre angoisse face à une souffrance qu'on ne sait tout simplement pas gérer. En clair, on aide pour se rassurer soi-même. Allez, on change d'échelle. Parce que ce qui se joue en miniature dans la famille, eh bien ça se reproduit en grand au niveau de la société. L'État peut très bien devenir ce parent surprotecteur qui traite ses citoyens comme des enfants, comme des êtres incapables de décider par eux-mêmes. Le philosophe Michel Foucault avait un terme pour ça, le biopouvoir. Ce n'est pas seulement la loi au sens strict, non, c'est l'ensemble des normes, qu'elles soient sanitaires, éducatives, sociales, qui visent à formater nos esprits pour le fameux bien commun. Le but inavoué, neutraliser en douceur toute pensée un peu déviante qui pourrait remettre le système en question. Et l'effet de ce contrôle permanent, il est absolument dévastateur. C'est ce que le psychologue Martin Seligman a appelé l'impuissance apprise. C'est exactement comme l'enfant surprotégé qui finit par ne plus rien oser faire seul. Les citoyens, à force, deviennent passifs, dépendants et finissent par être convaincus qu'ils ne peuvent de toute façon rien y changer. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, au cœur du mystère. Qu'est-ce qui relie le parent surprotecteur, l'ami maladroit et l'État contrôlant ? Quelle est cette faille psychologique profonde qui se cache derrière toutes ces bonnes intentions? La réponse tient en 3 points. C'est un peu le trépied de notre faille humaine. Premièrement, l'incapacité à s'empêcher, à se retenir, ce besoin compulsif d'intervenir. Deuxièmement, le désir archaïque de contrôle. C'est une pulsion primaire pour maîtriser l'autre et surtout pour calmer notre propre anxiété. Et troisièmement, le point le plus subtil et le plus caché, l'envie.
L'autonomie de l'autre nous est insupportable car elle nous renvoie à nos propres faiblesses. Aider devient alors inconsciemment une façon de rabaisser l'autre pour se sentir supérieur. Ok, maintenant qu'on a identifié la cause, il faut regarder les dégâts. Quelles sont les conséquences concrètes quand une société entière est construite sur ce modèle de l'intrusion bienveillante? Le résultat, c'est une société profondément fragilisée. Des enfants qui peinent à devenir autonomes, des citoyens qui sont infantilisés en permanence, des chercheurs dont la créativité est bridée, des malades qu'on culpabilise. Au final, c'est une civilisation entière qui stagne, paralysée, bloquée dans un cercle vicieux de peur et de dépendance. C'est précisément ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique. C'est sans doute la forme de violence la plus perverse qui soit, parce qu'elle ne ressemble pas à de la violence. Elle se déguise en aide, en soin, en bienveillance. C'est si bien fait que les victimes elles-mêmes finissent par trouver ça normal, et parfois même par en redemander. Alors, face à ce constat un peu sombre, on pourrait se demander s'il y a une issue. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, l'antidote à cette pulsion d'intrusion existe. C'est ce qu'on pourrait appeler la sagesse de la retenue. Un homme, cela s'empêche. Cette phrase d'Albert Camus, elle résume absolument tout. La vraie force, la vraie maturité, ce n'est pas la capacité d'agir à tout prix, c'est de savoir quand il ne faut pas agir. C'est toute la puissance de la retenue. Voilà donc la clé. La véritable maturité, que ce soit pour une personne ou pour une société, elle ne se mesure pas à sa capacité d'action sur les autres, mais bien à sa capacité de se retenir. C'est tout l'art subtil de savoir soutenir sans jamais dominer, d'aider sans jamais envahir. En un mot, de respecter profondément la liberté de l'autre. Tout ceci nous laisse avec une question que chacun peut se poser. Dans nos propres vies, au travail, en famille, avec nos amis, où se situe pour nous cette frontière si fragile entre le fait de soutenir et celui d'envahir? La réponse n'est évidemment pas simple, mais le simple fait de se poser la question, c'est déjà essentiel.